L'avocat de la terreur, film de Barbret Schroeder présenté à Cannes, c'est Jacques Vergès. Il est avec nous. Fils d'une mère vietnamienne, d'un père réunionnais, je comprends parfaitement la lutte des Algériens et que je ne condamne pas leur violence. Il aurait sans doute pu ou dû être un terroriste, Vergès. Appuyer sur un bouton pour faire sauter un truc, elle n'aurait pas de scrupules. On a dit à un moment qu'il travaillait pour la RDA. Vergès, je l'ai rencontré chez François Genoux. François Genoux est un nazi suisse. Genoux va financer le FLN, Genoux va financer des mouvements palestiniens. Le grand débat, c'est au nom de qui on agit. Do you feel like a terrorist? No, we are fighters, freedom fighters. Les visages qui défilent, Louis Carlos à l'instant, Maître Vergès, vous auriez pu être terroriste? J'aurais pu. Oui, vous savez, le mot terroriste a été utilisé pour la première fois dans ce sens par les Allemands, et il visait la résistance. Pour les Allemands, le colonel Fabien était un terroriste. Et je me sens très bien, dans une période où il y aurait de la résistance, faire ce qu'on reproche aux terroristes d'aujourd'hui. Ouais. Mais l'avocat de la terreur, le titre du film de Barbret Schroeder, c'est vous? Vous vous reconnaissez dans cette définition? En partie seulement, parce que mon activité ne se limite pas à défendre uniquement ce qu'on appelle des terroristes. J'ai eu d'autres activités. Bon. Mais M. Barbret Schroeder a voulu examiner cet aspect, et je pense que c'est un aspect intéressant parce que, à travers ma personne, il fait défiler un demi-siècle de lutte révolutionnaire, de terrorisme et de torture. C'est trois choses différentes. C'est ça. Ouais. Et ça, c'est un demi-siècle qui se termine, et nous entrons dans un autre demi-siècle où ça va continuer quand on voit ce qui se passe en Palestine, en Liban, en Irak, en Afghanistan. Ouais. Vous avez de l'empathie, de l'affection pour ceux que vous avez défendus. On dit Magdalena Kopp, par exemple, il vous prête une liaison amoureuse avec elle, terroriste allemande. Ça, c'est, à mon avis, c'est une déformation de journaliste, peut-être, chez M. Schroeder. C'est une entreprise de pipolisation. Madame Kopp était en prison en France. J'ai rendu visite chaque semaine. Bon. Et forcément, pendant 4 ans, si chacun 2 fois par an, un homme vient rendre visite à une personne qui est prisonnière, il est son seul bol d'air, il y a une grande affection entre eux. Ouais. J'ai une grande affection pour Madame Kopp, mais ce n'est pas du tout une liaison. Il faut avoir de l'affection. On peut avoir de l'affection pour Milosevic, que vous avez défendu, pour d'autres terroristes, pour Carlos. Pour Carlos, je n'en parlerai pas puisque j'ai été son avocat et j'ai cessé de l'être. Depuis, j'ai été son avocat pendant 6 ans et puis j'ai cessé de l'être. Mais tous ceux qu'on appelle indéfendables, en fait, sont des êtres humains. Ils sont capables de sentiments, ils sont capables de tendresse, et on ne peut pas en faire des monstres. Faire de quelqu'un un monstre, c'est renoncer à comprendre le chemin qui a amené un être semblable à nous, et qui reste semblable à nous par beaucoup d'aspects, à commettre ce qu'il a commis. Et de ce point de vue, parler d'indéfendable, c'est s'aveugler. Tandis que si on essaye de comprendre, ce n'est pas pour excuser forcément, mais c'est pour comprendre le cheminement qui a amené à quelqu'un comme nous à faire ce qu'il a fait. Et à ce moment-là, ça aide la personne elle-même, elle comprend ce qui lui est arrivé, mais ça aide surtout la société. En fonction de cela, pour prendre des mesures préventives pour que d'autres ne suivent pas le même chemin. Je voudrais vous prendre un exemple. Il y a un monsieur qui, à 20 ans, je crois, était un résistant. C'était un grand latiniste, pris au concours général pour un travail sur les églogues de Virgile. Cet homme, en 57, à Alger, torturé toutes les nuits et tué tous les matins. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. Ça s'appelle Osarès. Ouais. Bon. Et je dis ça, ce n'est pas une diffamation, il l'écrit. Bon. Or, si on regarde, si on essaye de comprendre ce qui est arrivé, on se dit comment cet homme, ce spécialiste de Virgile, est arrivé à être cet écarisseur et ce serial killer. C'est le même homme. C'est-à-dire que pour vous... C'est-à-dire, attendez, c'est les pouvoirs spéciaux. On a donné à l'armée des pouvoirs de police pour lesquels l'armée n'est pas formée. On a autorisé les militaires à garder indéfiniment dans leur lieu de torture des prisonniers. La dérive était fatale. Dans le film de Barbret Schroeder, vous dites « J'aurais été prêt à défendre Hitler ».
Je dis même je serais prêt à défendre Bush. Oui, mais c'est une boutade. Mais Non, oui. c'est pas une boutade. Comment un homme, comment expliquer l'arrivée d'Hitler? Parce que il faut s'expliquer. Il ne s'agit pas de l'excuser, mais il s'agit de savoir comment il a pu lui-même raisonner comme il a raisonné, agir comme il a agi, et comment il a pu entraîner. Parce qu'il n'a pas entraîné seulement une bande de soudards. Vous avez de grands noms de la philosophie, de la littérature, des arts qui l'ont suivi. Bon, vous avez de grands chefs d'orchestre, vous avez de grands musiciens, vous avez de grands poètes, de grands philosophes. Comment ces gens ont pu le suivre? Et il n'y a pas le risque pour l'avocat d'être associé à celui qui le défend. Et on pourrait dire, on le dit d'ailleurs de vous, que vous n'aimez tant que d'être finalement haï. Vous aimez être haï? Je n'aime pas être haï, mais quand je suis haï par des imbéciles, ça m'est profondément égal. Or, on me dit, ces gens ont le droit d'être défendus, mais pas par vous. Et pourquoi pas par moi? Vous le diriez aussi d'un autre? Oui. Bon. Et à partir du moment où je les défends, vous me confondez avec mon client. Oui, C'est oui. pas vrai. Je pense au contraire que l'avocat, pour être efficace, n'a pas à se confondre avec son client, mais n'a pas à s'identifier à lui, à s'asseoir à côté de lui, parce qu'il perd tous ses moyens, son cesse d'être crédible. Sa place n'est pas à côté, mais devant. Il y a un paradoxe de l'avocat, comme il existe un paradoxe du comédien. Oui. Vous êtes un comédien, vous, Jacques Vergès, parce qu'on le dit, évidemment, il essaie de percer vos mystères. Vous dites qu'il n'a pas réussi, Robert Schröder, vos 7 années d'absence dans les années 70, tout ça, on ne saura jamais. Vous aimez le mystère? Je n'aime pas le mystère, mais je suis un homme secret et discret. Je ne suis pas du tout people. Personne ne connaît ma vie privée. Et je ne tiens pas du tout à ce qu'elle soit sur la place publique. Par discrétion, par pudeur, j'ai été formé comme ça, c'est mon tempérament. Et chaque fois que je me manifeste en public, c'est au sujet de mon activité professionnelle, finalement. Et de cause à défendre, entre le bien et le mal, vous avez choisi le mal. Alors là, il n'y a pas le bien et le mal. Ça n'existe pas. Je dis souvent que dans le cœur de l'homme de bien, il y a souvent un petit nid de vipère. Et dans le cœur du criminel, de l'homme du mal, parfois il y a un vert paradis. Nous sommes tous très complexes. Et je voudrais donner un exemple sur cette relativité des critères par lesquels on définit le bien et le mal. Quand j'étais avocat stagiaire, j'ai été commis souvent pour défendre des jeunes filles qui s'étaient fait avorter. C'était des procès d'une tristesse infinie parce qu'elles-mêmes, elles culpabilisaient. Elles se considéraient comme des meurtrières. Elles étaient assises à côté d'une horrible faiseuse d'ange sordide avec son petit carnet à spirale et les noms de ses clientes. Et le procureur ne cessait pas de leur faire la morale, de les humilier. Elles mouraient de peur que dans la salle, il y eût un cousin bavard ou un journaliste indiscret. Et aujourd'hui, la même personne regarde pensive sa fille adolescente aller à la pharmacie avec à la main l'ordonnance d'un médecin qui ne risque plus rien. En 50 ans. Il y a 50 ans, je défendais des prisonniers du FLN. C'était des procès tumultueux où tout le monde s'injuriait, on s'insultait, on était des traîtres, on était des vendus, on était des menteurs. Le Conseil de l'ordre devait intervenir. Bon. Aujourd'hui, quand mes anciens clients débarquent à Orly ou à Roissy, on déploie sur leurs pieds, et à juste titre, le tapis rouge Mais tout n'est pas réservé aux grands de ce monde et aux amis. Donc, en un demi-siècle, une simple expérience d'homme nous montre que dans 2 domaines, de morale privée et de morale politique, les critères ont complètement changé. Vous pensez être injuste? Pardon? Vous pensez être injuste? Je n'aurai pas cette prétention d'être injuste, je pense surtout être un homme libre. Libre de porter un regard libre sur des situations qui sont regardées avec une approche manichéenne. Et je pense que le manichéisme est une imposture, elle aide les imposteurs. Merci, Jacques Vergès, vous, l'avocat de la terreur, d'avoir été notre invité. Merci beaucoup.